Bonjour Cédric, comment vas-tu? Ah bah, et tu sais, ça va très bien. Comment vas-tu? Désolé du retard, hein, on était avec Cyril qui a d'ailleurs une question à te poser du coup. Voilà. Est-ce que tu peux nous Ouais, expliquer? mais Ouais, Cyril, il est pardonné en fait. Cyril, il est pardonné. ok. Et moi, est-ce que je le suis ou pas? Ah oui, mais tout à fait. T'es l'autre. Si je commence à dire que l'autre me fait chier, Bon, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas avant les questions? oui, oui. Eh bien, moi, ça fait une quinzaine d'années que je bosse sur la question syrienne, et depuis quelques années, je suis carrément dans un doctorat. Et l'idée, c'est de bosser. Alors moi, je travaille sur le nord-est de la Syrie, plus précisément, et c'est de bosser sur les dynamiques des groupes armés, des oppositions civiles en Syrie, pour voir comment tout ça se construit. Autant te dire que l'actualité me sert régulièrement des gâteaux sur un plateau, et malheureusement, ces gâteaux ne sont pas très sympathiques parce qu'ils s'accompagnent la plupart du temps de massacres et d'horreurs, et ça, c'est pas forcément le côté le plus fun du travail, loin de là. Est-ce que bon, l'actualité en ce moment, est-ce qu'elle est? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui se passe depuis, on va dire, ce qui s'est surtout passé au cours de la dernière semaine, où là vraiment on a eu une accélération, du moins d'un point de vue des réactions médiatiques internationales entre la présence d'Israël, ce qui se passe vis-à-vis de Russes. Est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus pour nous expliquer un peu, parce que c'est vrai que on peut un peu s'y perdre là-dedans. En fait, je vais m'auto-poser une question. Désolé, je te prends le truc. Parce que si tu veux, je pense qu'il y a plein de gens, ils savent pas ce que c'est que les Druzes. Tu vois ce que je Possible. veux dire? Parce que quand je vais commencer, quand on dit bédouin, bon, on se dit, bon, ok, communauté arabe, proche des zones désertiques qui font du commerce. Bon, on sait à peu près. Quand on va parler de tribus, on comprend que c'est un mode d'organisation sociale, on voit à peu près. Par contre, les Druzes, la plupart du temps, je me rends compte, si tu veux, moi j'ai eu plein de journalistes ces derniers temps au téléphone, et la plupart du temps, déjà, je rappelle une chose, c'est que les Druzes, c'est des Arabes. D'accord? Ce n'est pas une communauté ethnique, c'est une communauté religieuse. D'accord? D'un point de vue religieux, eux se considèrent comme branche de l'islam, mais plusieurs branches de l'islam, et notamment les sunnites, considèrent que ce sont des déviants, c'est-à-dire des gens qui se sont éloignés de ce que devait être l'islam. Donc, il fallait poser cette base pour bien saisir qu'on va parler d'une communauté religieuse, minoritaire, et qui a une identité propre, mais d'un point de vue religieux. C'est-à-dire, la langue, c'est l'arabe, la question ethnique, c'est les arabes. En fait, c'est vraiment sur une fracture qui va être, on y viendra, politique et religieuse. Donc après, on verra que, en plus, chez les Druzes, on ne peut pas dire les Druzes, etc. Et dernier point, la communauté druze en elle-même, elle est répartie sur, grosso modo, trois pays principalement. Tu as à peu près, on y va, je ne veux pas embêter ceux qui nous écoutent parce que je pense qu'ils veulent pas, ils veulent qu'on ait la globalité de la vision, mais simplement peindre un tout petit peu le tableau. Bon, on a 600 000, à peu près, on a 600 000 Druzes en Syrie, dont 500 000 vivent dans cette fameuse région de Soueïda dont on va parler. Tu as une grosse communauté druze, que je ne te dise pas de bêtises, qui doit tourner autour de 300, 400 000 au Liban. Et d'ailleurs, je précise bien, ça nous servira par la suite, que les Druzes de Syrie ne sont pas natifs de Syrie. Ils sont arrivés dans cette région-là il y a à peu près 3 siècles et demi, d'accord? Donc c'est une communauté qui s'est déplacée depuis le Liban et qui s'est installée dans cette région. Et enfin, tu as une communauté druze, et c'est important encore pour la suite pour ceux qui nous écoutent, en Israël, qu'elles vivent en Israël, Israël, ou dans cette région qu'on appelle le plateau du Golan, qui est un territoire ne, Sous officiellement occupation syrien, mais israélienne, occupé oui. et puis annexé par Israël. Voilà. Et donc, tu as aussi des Druzes là. Les Druzes israéliens, pour faire aussi simple, on est autour de 120 000 personnes. En Israël, c'est 1,5% de la population. Voilà. Bon, maintenant, je réponds à tes questions. Désolé de t'avoir embêté. Je m'embête pas, non, mais tu fais bien de le et faire j'ai, parce que c'est bien pour expliquer à tout le monde ce que c'est. Alors, là, depuis une semaine, il s'est passé pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous faire un résumé, nous expliquer en tout cas ouais. du pourquoi, du comment il se passe tout ça? Ensuite, je te poserai la question de Cyril qui suivra et qui parlera. Est-ce que, enfin, je vais même te la poser en même temps, moi tu vas pouvoir répondre. Cédric, donc, il demande est-ce que il y a, pas Cédric, Cyril, est-ce que c'est
quel est le prétexte d'Israël pour intervenir là-bas? Voilà. Est-ce que c'est pas juste un prétexte? D'accord. Bon, ça fait l'ensemble en fait. Ouais, du coup, on va le faire en 2 fois. Voilà, on va le faire en 2 fois. Première chose, je t'embête encore, mais je réponds cette fois-ci à ta question, ne t'inquiète pas, parce que ça fait partie de la réponse. En fait, ce qui s'est passé cette dernière semaine, c'est ce qui se passe, peut-être que ceux qui nous écoutent ne le savent pas, c'est ce qui se passe régulièrement depuis 350 ans. Voilà. C'est-à-dire que... Est-ce que tu peux légèrement... Si tu veux, je me permets, excuse-moi. Est-ce que tu peux légèrement reculer peut-être ton écran pour que je te vois un peu plus ensemble parce que ça te coupe un peu? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est mieux. Ah, super, ouais, merci. Il n'y a pas de souci. Ça me faisait une grosse tête. C'est ça, ouais. Et donc... Puis maintenant, je commence à avoir une barbe, ils vont se dire le mec. Bon. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait 350 ans que ça dure. Les événements qu'on voit là, pour nous, on a l'impression qu'il se passe quelque chose, et il se passe quelque chose, mais en fait, ce n'est qu'une énième vague d'un reflux de marée très régulier sur 3 siècles. Pour faire très simple, il y a 3 siècles et demi, 3 siècles, on a une communauté druze qui a quitté le Liban et qui s'est progressivement étendue vers le sud de la Syrie. Et ils se sont installés dans cette région qu'on appelle, et que les Druzes appellent la montagne, Al-Jabal, donc la montagne druze, parce que c'est une région assez rocailleuse, avec des zones assez, pas tellement montagneuses, mais de hauteur, etc. Et ils se sont implantés là. Il y avait une population déjà sur place. Et c'est pour ça que tous ceux qui nous écoutent doivent comprendre. Tu avais des Arabes qui étaient sunnites, majoritairement des Bédouins, tiens donc, on va en parler, qui pratiquaient le commerce dans cette région de caravane entre l'Arabie et la Méditerranée. Donc on est vraiment sur un lieu de carrefour. Et on avait quelques communautés arabes aussi chrétiennes. Bon, on a posé le tableau. Depuis 3 siècles, ça va entre très bonne entente, coopération, on fait du business entre Druzes et Bédouins, à bon, on va sortir le sabre, la lance et plus récemment le fusil ou la kalachnikov pour régler les problèmes. Et c'est toujours ces allées et venues. Maintenant, tu as raison, il y a un nouvel acteur qui est quand même arrivé dans la région, c'est Israël, et forcément, ça va avoir un autre impact. On continue dans notre chronologie. Comme ça, vraiment, on aura la base pour comprendre ce qui se passe cette semaine. Au moment, je passe la période où les Turcs étaient dans la région, on a 1 heure, et moi, je vais vraiment essayer de ne pas t'embêter, on va tenter le timing. Bon. Je passe la période d'occupation turque, je passe la période des révoltes arabes, les Druzes qui d'ailleurs participent à lutter contre la colonisation française dans la région. Donc les Druzes ont une fierté, on a défendu notre peuple, etc. Et on vient, après la Seconde Guerre mondiale, la Syrie va devenir indépendante. Voilà. La France va lâcher son protectorat et se barre. Bon. En 1946, de nombreux chefs druzes demandent à l'État syrien, la nouvelle République syrienne, est-ce qu'on pourrait avoir de l'autonomie? C'est-à-dire, on reste en Syrie, donc on est en 1946, on reste en Syrie, mais on veut l'autonomie. Le chef d'État à l'époque, que je ne te dise pas de bêtises, ça doit être Kouatli, mais à vérifier, dit, non, pas d'autonomie pour les Druzes. Il va même jouer, ça va nous servir tout ça, c'est pour ça que je te place vraiment tous les pions, il va même jouer les Druzes contre les Druzes. Parce qu'il se rend compte que finalement, chez les Druzes, ce n'est pas les Druzes, et qu'on a des Druzes qui sont plutôt attachés à l'État syrien, et d'autres qui seraient plutôt, certes, dans l'État syrien, mais pour avoir une autonomie. Il va jouer leur problématique et leur querelle interne. On avance. On arrive dans les années 50. Dans les années 50, c'est ce qu'on appelle les années coup d'État. En gros, on a quasiment un coup d'État par an. Je caricature à peine. Et on va avoir un type qui va prendre le pouvoir en Syrie. C'est un militaire, un colonel, qui s'appelle Chichakli. Ce type-là, on est en 54, fin 53, début 54. Ce type-là, il dit, c'est horrible de la façon dont il parle, il y a un serpent en Syrie. Ce serpent, il a une tête, il a un corps et il a une queue. La queue, je caricature, la queue, c'est à Hama. Tiens donc, c'est la ville des frères musulmans. Le corps, c'est à Homs. C'est l'opposition qui ose le défier. Une opposition plutôt démocratique. Et la tête du serpent, c'est les Druzes, parce qu'ils osent me contester. Donc lui, en fait, il ne voulait aucune opposition. Ceux qui nous écoutent comprennent un peu ce dictateur. C'est une sorte d'Assad avant l'heure, sachant que lui, ce Chichakli, il a même combattu le parti
d'Assad avant, quoi. Donc ce type ne voulait aucune opposition. Ceux qui vont vraiment s'opposer à lui, y compris petit à petit avec les armes, c'est les Druzes. Et ils vont commencer à dire à Chichakli, tu ne nous soumettras pas. Chichakli va faire quoi? Il va envoyer l'armée dans cette région, une armée massivement arabe sunnite. Il va jouer les Bédouins qui, si tu as bien compris, de temps en temps, s'ils peuvent mettre une tarte aux Druzes, eh ben ils le font. Et les Druzes vont vivre ça comme une invasion et comme quelque chose d'extrêmement sectaire. Ce qui est trop drôle, c'est que Chichakli, finalement, il va y avoir un coup d'État. Je t'ai dit, c'est la période des coups d'État. Il est obligé de fuir le pouvoir. Il ira même se réfugier au Brésil. Anecdote, il sera assassiné par un Druze. J'avance dans notre chronologie. Arrive le régime des Assad. Que fait le régime des Assad? En fait, dans cette région-là, le régime des Assad, il va partir d'un principe. Exactement le même principe de l'actuel gouvernement syrien, Ahmad al-Shara. Souaïda est un élément du territoire syrien, ça fait partie de notre souveraineté nationale, donc ça nous appartient, donc point barre. Mais, en fait, les Assad, ils comprennent une chose. Et là, j'amène une statistique supplémentaire. J'espère que je ne vais pas trop vite pour ceux qui nous écoutent. Non, c'est hyper intéressant. En fait, tu sais quoi, je me dis que j'ai l'impression d'entendre un prof d'amphi, donc c'est quand que tu fais... Non, mais, ouais, mais t'inquiète, premier degré, non, mais la partie en mode tu te racontes l'histoire, etc., c'est qui fait les liens et tout, c'est vachement intéressant. Vas-y, continue. Bah, en fait, on en a besoin parce que sinon, on ne comprend pas, quoi. Ouais, non, mais c'est vachement passionnant comment tu le présentes. Et donc on avance tranquillement, et tu as le régime des Assad qui se met en place. Donc, comme je t'ai dit, eux, ils comprennent une chose. Ils ont vu ce qui s'est passé avec Chichakli. C'est-à-dire que si tu réprimes les Druzes, ils se révoltent. Ils vont t'emmerder. Parce que c'est un peuple qui est fier, lutte contre les Ottomans, lutte contre les Français, lutte contre Chichakli. Ils sont insoumis. Aucune référence à un parti. Et donc, à partir de ce principe-là, les Assad, ils se disent, il va falloir qu'on fasse gaffe avec eux. Alors, que font les Assad? En fait, les Assad, à Souaïda, ils comprennent une chose. Et là, je t'ai dit, je vais te donner les statistiques. Souaïda, pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien, c'est le seul gouvernorat, donc la région administrative, c'est le seul gouvernorat de Syrie où une minorité est la majorité quasiment totale. C'est-à-dire que là-bas, dans cette région administrative, tu as quasiment 90% de Druzes, 85-90% de Druzes, tu as 5% de chrétiens qui se baladent par là, et tu as 5-6% d'arabes sunnites qui se baladent par là, les fameux bédouins. Donc, en fait, cette région-là est à part. Alors, il pourrait y avoir des gens qui réagissent, je ne vois pas comment ça s'appelle pour l'instant, ça t'écoute. Bon, tu as toujours, tu sais, les trolls pro-Assad qui arrivent de temps en temps. Oui, bon. Voilà, pour pas changer. On n'est pas sur Twitter, mais bon, il y a les mêmes individus. Hein. Ouais, je leur fais des bisous. Et donc, du coup... Dis pas ça en rigolant, parce que la vidéo où je te pose la question... comment va Bachar s'il est en vacances en Russie la dernière fois, elle a percé sur TikTok, les pro-Bachar, ils étaient présents. Hein. Oh là là. Eh ben, s'ils veulent être présents. De toute façon, au bout d'un moment, j'ai envie de dire, quand on a soutenu un pouvoir qui a fini par s'écrouler en une semaine, on se demande la solidité de ce pouvoir. Fin du sujet. Et donc, du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, du coup, cette région ne se gouverne pas comme les autres. Elle ne peut pas se gouverner comme les autres. Et il y a des gens qui pourraient se poser, qui nous écoutent, ils vont se dire « Ouais, mais Cédric, il y a des régions kurdes dans le nord-est, et c'est pareil, il y a une forte concentration d'une minorité. » Ouais, ben, je vais te donner un exemple. À Azake, nord-est de la Syrie, c'est ce territoire un peu en pointe là qu'on peut voir sur les cartes. C'est là où il y a la plus grosse communauté kurde de Syrie, quand on prend des régions administratives. Ben, dans ce coin-là, les Kurdes, au max, c'est 60% de la population. Parce que tu as des Arabes sunnites, parce que tu as des Arabes chrétiens. C'est-à-dire que dans cette région, les Kurdes sont majoritaires, mais finalement sur un fil. Alors qu'à Souaïda, j'y reviens, la région, elle est quasi totalement druze. Donc tu peux pas faire simplement. Qu'ont fait les Assad? Et les Assad, je vais être très honnête, ont été très malins. Ils ont fait de la préférence un petit peu régionale. C'est-à-dire que, quitte, comment dire, à recruter des policiers dans le coin, eh ben, ils favorisaient le recrutement des Druzes. Voilà. Comme ça calme un peu les choses. Okay, le seul truc, c'est que ça, c'était la politique un peu temporaire et que Assad avait tendance des fois aussi à réprimer les Druzes. Je te donne un dernier événement et après, on arrive vraiment sur les événements. En 2000, pour te donner un exemple, en 2000, vraiment l'année, hein, pas la décennie, en 2000, l'année,
il y a eu des affrontements sanguinaires, mais j'utilise vraiment le terme sanguinaire, entre Bédouins et Druzes. Bachar al-Assad, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Rien. C'est-à-dire que, j'espère que tu vois le truc, c'est-à-dire que les pouvoirs syriens successifs se mêlent rarement de ce qui se passe dans cette région. Parce que c'est explosif. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement forcément intervient, une fois que le gros des affrontements a eu lieu, pour faire très simple. Mais ça te montre que même les Assad, franchement, c'est un peu le nid de crabe, ce truc. Révolution syrienne à partir de 2011. Les Druzes, ça c'est quelque chose que l'opposition syrienne leur a reproché. Les Druzes étaient, pour beaucoup, membres de l'armée syrienne. Il y a plein de gens, ils m'ont dit « Ah bah ouais, mais du coup, les Druzes, c'est des salles pro-Assad. » Ah, mais non. Quand tu es Druze, tu vis dans une région où tu n'as pas un pet d'hydrocarbures. Tu n'as pas de flotte, c'est l'un des endroits les plus stériles de Syrie. Tu ne peux pas faire d'agriculture. On va être très clair, Soueida, c'est un endroit de misère. Comment, sous le régime de Assad, tu peux t'en sortir quand tu es Druze? Tu fais l'armée, en fait. J'ai une question. Il n'y a pas aussi la logique comme quoi, justement, en zone régionale druze, on va dire, c'est pas un territoire à proprement parler, on va dire vers là où ils sont installés, il n'y a pas aussi le principe que l'armée syrienne privilégiait d'avoir des Druzes pour s'occuper de cette zone-là aussi? Dans une forme de régionalisation, tu vois ce que je veux dire? Ah non, non, alors Assad n'a jamais fait ça. Okay. Dans le recrutement de la police, c'était un peu le cas, dans l'armée, pas du tout. Et d'ailleurs, on trouvait souvent, pour te donner un ordre d'idée, on trouvait souvent des soldats druzes qui étaient affectés dans le nord du pays, dans l'ouest du pays, dans l'est du pays, les types étaient dispersés. Non, mais la question se posait, je trouvais, c'est pour ça. Ouais, non, mais c'est important, tu as raison. Et donc, révolution syrienne, et donc une certaine hostilité de l'opposition vers les Druzes qui se dit mais ces types-là, ils combattent pour Assad. Non, c'est pas si simple. Quand tu es Druze et que tu crèves de faim, tu avais un paquet de gens qui s'engageaient dans l'armée. C'était le seul moyen de t'extraire en fait de ta condition sociale. On avance. Le régime d'Assad est bousculé. On est 2011, 2012, 2013, 2014. Il a du mal à gérer. Qu'est-ce qu'il fait? Il va retirer des hommes des endroits où finalement c'est pas trop chaud pour les envoyer sur le front contre la rébellion. Il se retire des régions kurdes et il se retire partiellement des régions druzes, donc de Soueida. À partir de ce moment-là, il y a des Druzes qui vont commencer à se dire franchement, la sécurité, elle devient un peu craignos parce qu'il y a moins de flics, il y a moins de soldats, il va falloir que quelqu'un s'en charge. Et puis, on va être bien clair, il y a quand même des Druzes anti-Assad, on va en parler, il y a eu des Druzes anti-Assad qui se sont dit puisque maintenant leur armée s'est barrée, on va pouvoir créer nos propres milices. À partir de 2014, tu as des groupes armés druzes qui commencent à apparaître. C'est ceux-là qui sont les acteurs d'aujourd'hui. Tu vois le truc? C'est ceux-là qui sont les acteurs d'aujourd'hui. Ces groupes druzes ne sont pas d'accord entre eux du tout. La plupart du temps, ils n'ont aucun point d'accord. D'accord? On avance, on accélère. On accélère très très vite. On arrive en 2018. En 2018, alors les pro-Assad, ils vont hurler, mais c'est leur problème. En 2018, le régime de Assad va prendre les combattants de l'État islamique, tu sais, les djihadistes de Daesh, va prendre les combattants de l'État islamique qui étaient dans le sud de la capitale Damas. Il signe un accord avec eux, un bout de papier. Les combattants de l'État islamique, ils disent quoi? Vous nous envoyez dans le désert, avec les fameux bus verts qu'utilisait l'armée syrienne pour chasser les gens. D'accord. Et on vous fout la paix. Que fait Bachar al-Assad? Il accepte. Il prend les djihadistes de l'État islamique de la région de Damas, il les met dans des bus et il les envoie dans le désert. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les gars de l'État islamique? Leur but, c'est quand même la conquête. C'est à cette période où ils s'installent à Deir ez-Zor? Alors, ils sont envoyés vraiment ce qu'on appelle la Badia. C'est même pas Deir ez-Zor, c'est vraiment le désert syrien. Encore plus loin. On les a foutus vraiment dans le désert. Mais les gars, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, attends, nous maintenant, on peut à nouveau opérer. Ils ont lancé en 2018, on est en septembre, une offensive meurtrière de l'État islamique contre Soueida, contre les Druzes. Les Druzes, là, ils se sont dit, Assad nous a trahis. Le gars, il enlève des djihadistes de Damas, il les envoie dans le désert, il n'a même pas imaginé un instant, quoique, que ces types-là allaient nous attaquer ensuite. Et là, en fait, tu as le divorce qui commence entre les Druzes et Assad. Le vrai divorce, tu vois le truc? Et les Druzes, ils vont se dire encore plus, il faut qu'on ait nos armes. Tu vas comprendre la situation actuelle. Il faut qu'on ait nos armes parce qu'en 2018, on n'était pas vraiment armés, on a été attaqué par l'État islamique et on n'a rien pu faire. On n'a rien pu faire.
Donc, à partir de 2018, dans la tête des Druzes, c'est clair, il nous faut nous défendre par nous-mêmes. On ne compte même plus sur Bachar al-Assad. Parce qu'il n'a pas été capable et il a fait n'importe quoi avec les djihadistes de l'État islamique. On avance très vite. Les milices druzes, là, tu vas avoir 2 camps qui se dessinent. On est avant la chute de Bachar al-Assad. Tu as 2 camps qui se dessinent. Tu as un camp qui se dit que si l'opposition un jour gagne, il faudra travailler avec l'opposition, d'accord ? Que les Druzes soient prioritaires dans la région druze, mais il faudra bosser avec l'opposition. Bon, ça c'est un camp. Tu as un deuxième camp druze qui s'est organisé. Là, on est obligé de parler d'un personnage. Il s'appelle le Cher Hikmat al-Hijri. C'est un personnage qu'on parle beaucoup. C'est ces chers druzes. Ils ont souvent un chapeau blanc avec une grande barbe. C'est une autorité religieuse, sauf que le gars, il fait aussi un peu de la politique, quoi. Et ce type-là, on va être assez clair, de plus en plus, de manière évidente, il est assez proche des Israéliens. Ce type-là, il dit quoi ? Il dit, on reste dans l'État syrien. Il n'a jamais dit l'indépendance. Hein. Les gens qui disent ça sur Internet, c'est fou. Il n'a jamais dit l'indépendance. Il dit, on reste dans l'État syrien, mais autonomie totale. C'est-à-dire que Damas ne s'occupe pas de ce qui se passe chez nous. Donc, notre police, notre armée, nos institutions, etc. En gros, chez les Druzes, fais comme les Druzes. Voilà le truc, quoi. On y vient, je vais répondre à ta question. 2024, c'est la chute de Bachar al-Assad. Les Druzes participent à la chute de Bachar al-Assad. D'accord ? Désolé pour les pro-Assad qui nous écoutent. À nouveau une petite PLS, mais les Druzes ont participé. Les Druzes ont participé à l'offensive vers Damas. Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2024, à la chute de Bachar al-Assad, les Druzes ont envoyé leurs troupes pour participer à la prise de la capitale. D'accord. Ils sont dirigés par ceux qui sont plutôt en train de discuter avec l'opposition. Ça, il faut garder ça en tête. D'accord ? On y vient. Depuis, qu'est-ce qui se passe ? Et on y vient à ta semaine. Depuis, qu'est-ce qui se passe ? En fait, Ahmad al-Shara, il a pris le pouvoir. Donc ça, c'était l'ancienne émission qu'on avait fait ensemble et qui était super et je t'en remercie encore. Ahmad al-Shara, il a pris le pouvoir. Ce type-là, il a une ligne. L'État syrien est souverain sur son territoire. Quel État ne dirait pas ça ? Et l'ensemble des citoyens syriens doit être traité à pied d'égalité. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'autonomie. Ça, c'est important. C'est-à-dire un État, ce qu'on appelle centralisé. Typiquement jacobin à la française, pour faire très simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de particularismes locaux. Bon. Sauf que les Druzes, eux, ils disent, ouais, mais franchement, nous, un peu compliqué ton histoire. Donc, il va y avoir des moments de tension en mars, il y a des moments de tension en mai 2025, on se rapproche, où ça pète un peu quoi, entre Druzes et le gouvernement syrien. Et des fois, ça pète entre Druzes. Je pense que tu as pigé le truc. Et donc, on va avoir en fait un accord qui est signé en mai 2025 entre les Druzes et le gouvernement syrien. L'accord, il dit quoi ? J'espère que ceux qui nous écoutent ne sont pas trop perdus. L'accord, il dit quoi ? J'ai essayé de faire vraiment le truc de manière pédagogue. Donc, l'accord, il dit quoi ? L'accord dit, il y a des factions druzes armées à Soueïda. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Ce qu'on propose, c'est que ceux qui ont des armes actuellement à Soueïda intègrent les forces de police, prennent le badge police syrienne, pour faire très simple. Hein. C'est-à-dire que dans les faits, ils travaillent pour le ministère de l'Intérieur, à Damas, et en même temps, les institutions de l'État, qui n'ont jamais disparu, hein, les institutions de l'État restent à Soueïda. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de région autonome, mais le RN en France serait très content d'entendre cette expression, mais en gros, il y a une préférence régionale. Oui. C'est-à-dire que dans le recrutement à Soueïda, on favoriserait, on privilégierait le recrutement des Druzes pour la police, pour les institutions, pour être enseignant, pour travailler dans les services des boueurs, enfin ce que tu veux en fait. C'est-à-dire qu'il y aurait une préférence locale. Le truc, c'est que les Bédouins, on en reparle d'eux, qui estiment qu'ils sont là depuis des siècles avant les Druzes, même s'ils sont très peu nombreux dans la région, ils se sont dit, attends, les Druzes, ils sont en train de négocier avec Damas, et nous, on est les couillons de l'histoire, en fait. Et donc, les Bédouins ont commencé à monter en pression. Pourquoi, en plus, ils montent en pression ? Parce que les Bédouins, c'est des Arabes sunnites, on en a déjà parlé. Or, pour, à nouveau, la première fois depuis 54 ans en Syrie, le pouvoir central, c'est un pouvoir arabe sunnite. Oui. Donc, les Bédouins, ils se sont dit, maintenant, on a un pote à Damas, Ahmad al-Shara. On espère bien quand même qu'il va bosser avec nous.
Ahmad Shara, il se retrouve franchement dans une situation qui n'est pas simple. Hein. Parce qu'il y a les Bédouins qui attendent de lui, mais il doit réunir le pays selon son souhait. Tu as bien compris que c'est explosif. Bon, bah, on a mis l'explosif, on a mis le détonateur, on a toute l'histoire de 3 siècles qui est prête, tu as toutes les tensions des dernières années. Bon, bah maintenant, on peut faire péter l'explosif, on peut parler de la semaine. Et là, je vais être beaucoup plus court parce que ça va être assez simple à résumer. Ouais. Et alors, petite dose d'humour de Stéphane qui est arrivé entre-temps, qui dit quand on aura compris les Druzes et qu'on trouvera simple, on pourra rajouter les Kurdes dans l'équation. Bon. Dose d'humour. C'est salaud, ça. C'est assez drôle quand même de rajouter ça. Bon, ça sera pour une 3e émission. Voilà. Allez, on fera ça. Donc là, tu nous as fait l'histoire de voilà, comment on en arrive où on en est aujourd'hui. Donc là, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bon, là, je prends mon shaker et on va faire péter le truc. D'accord? Maintenant, il faut que ça pète. Dans l'accord de mai 2025, le gouvernement syrien avait une responsabilité. Assurer la sécurité sur la route qui va de Damas à Souaïda. D'accord? Ça, c'était dans l'accord de mai 2025. Dans l'accord de mai 2025, les factions druzes devaient intégrer le ministère de l'Intérieur. Tout ça, j'espère que tout le monde a suivi. Bon. La réalité, c'est que personne n'a appliqué sa partie. Les Druzes ne sont jamais devenus les forces de l'intérieur localement. Ils n'ont jamais fait le pas pour le faire. Il faut être bien clair. Y compris, je précise, les forces qui étaient favorables au gouvernement. D'accord? Donc, soit bien clair. Là, pour le coup, on peut dire les Druzes. Et le gouvernement syrien n'a jamais assuré la sécurité sur la route. Il y a une semaine, qu'est-ce qui se passe? Tu as un commerçant druze. Le mec, il prend sa petite bagnole ou son petit camion, des denrées alimentaires ou je ne sais quoi, direction Damas, ou il revenait de Damas, peu importe. Les Bédouins mettent un checkpoint sur la route. Le type, ils le prennent, ils le tabassent comme pas possible. Ils le relâchent. Les Druzes, montée de pression. Ah ouais, les Bédouins, ils nous cherchent. Les types font une erreur monumentale. Que font les Druzes? Et là, on rentre dans un gros problème sectaire. Les Druzes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vers les quartiers bédouins de la capitale régionale, Souaïda, parce que la région porte le nom de la ville, pour faire très simple. D'accord. Et ils vont vers quelques villages bédouins. Et là, ils arrêtent des bédouins qui n'ont rien demandé, parce qu'ils ne sont pas forcément liés à ceux qui ont fait le checkpoint et les tortures. Et là, bah, c'est le début de la spirale sectaire. Tu as un début, en fait, et je rappelle bien que c'est les Druzes qui, pour le coup, ont surréagi à cet événement. Donc là, il faut oser le dire, il n'y a pas un camp de gentils ou de méchants dans cette histoire. C'est compliqué. Et donc les Druzes surréagissent, ils débarquent chez les Bédouins, arrestation, humiliation, des types sont frappés, on leur dit que c'est des chiens. Enfin, comment veux-tu que tout ça se calme? Le gouvernement syrien, maintenant, nouvel acteur, c'est un truc de taré. Tu sais, on a l'impression d'être sur une map en ligne et tu as les types qui se connectent à chaque fois, quoi. Nouvel acteur qui entre dans le jeu. Le gouvernement syrien qui se dit « Ah, et si c'était le moment d'appliquer l'accord de mai 2025 ?» C'est-à-dire qu'on va utiliser l'occasion pour rentrer dans la région. On rentre en force, pas seulement avec la police. On y va avec l'armée. Mais là, on se rappelle l'intervention de Chichaki en 1954. On va avec l'armée, on rentre dans la région et on impose l'accord de 2025. Si les Druzes veulent garder leurs armes, ils travaillent pour le ministère de l'Intérieur. Et en même temps, on calme le jeu et on protège les Bédouins, qui sont des sunnites et qui sont plutôt proches du gouvernement. Tu vois, dans la logique du gouvernement... Sauf qu'à ce moment-là, ils avaient oublié qu'il y avait une volonté de démilitarisation du sud syrien par Israël. Exactement. Et en fait, another player enter the game, d'accord? Donc, tu as Israël qui rentre dans la partie. Ouais. C'est terrible. Hein, tu as Israël qui rentre dans la partie et qui dit, hop, les gars, ce qui est intéressant, c'est que le premier jour de l'opération du gouvernement pour calmer les choses entre Bédouins et Druzes, il n'y a pas l'armée. Et Israël ne réagit pas. D'accord? Il n'y a pas l'armée et Israël ne réagit pas. Mais quand l'armée entre dans la région, Israël dit, attends. Là, on va se calmer tout de suite. On fait un retour en arrière de quelques mois. Israël, il y a quelques mois, a dit, tout le sud de la Syrie doit être démilitarisé. Tu as 3 régions dans le sud, Quneitra, qui est près du plateau du Golan, Dara, qui est peuplée principalement d'Arabes sunnites, et Souaïda, où il y a les Druzes. C'est en violation, qu'on soit bien clair et que ceux qui nous écoutent le comprennent bien. Hein. Moi, je ne suis pas là pour excuser les uns les autres. C'est une violation totale du principe de souveraineté nationale. Un pays, on parlait de la Russie et de l'Ukraine. Parce qu'il n'y avait pas d'accord, c'était une décision imposée. Exactement. Il n'y avait aucun accord entre les États. Ok.
C'est comme la Russie et l'Ukraine. La Russie qui dit on arrête la guerre Non, en mais Ukraine parce c'est qu'on important démilitarise. c'est important de l'expliquer parce que, par exemple, Bah suite oui, au conflit Israël-Liban, il y a une démilitarisation d'une partie du sud Liban ou une partie du exactement. nord israélien. Là, il y a zéro accord. C'est juste une décision Là, il n'y a rien. imposée unilatérale d'un État sur un autre. Voilà. En gros, c'est clairement Tel Aviv qui a dit, en rupture totale du droit international, vous voyez le sud de votre pays, là, je veux pas de soldats. Bon, ok, qui tu es déjà? En leur rappelant, Bref. j'imagine que maintenant qu'ils avaient vu sur Damas depuis la partie qu'ils ont récupérée suite à la chute Récemment, d'Al-Shara, voilà. maintenant ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur Damas, ce qu'ils ont fait. Exactement, exactement. Donc il y a un jeu de poker menteur et de chantage, hein, ce qui est pas bon d'ailleurs. C'est jamais bon dans des relations entre États. Et en plus, il y a une autre difficulté, c'est que Ahmad al-Shara, depuis plusieurs mois, il négocie avec Israël. C'est la première fois dans l'histoire de la Syrie qu'il y a des négociations directes entre ces deux États. Et donc, Ahmad al-Shara, il est fort probable, il y a eu des révélations aujourd'hui ce matin par Reuters, l'agence de presse, Ahmad al-Shara, visiblement, il s'est cru pousser des ailes parce que comme il s'entendait bien avec Israël, enfin, s'entendait bien, je caricature pour aller vite, comme il discutait plutôt correctement avec Israël, Israël n'aurait rien dit. Oh bah, puisque maintenant on discute, hein, je peux faire mes opérations. Non, non, il n'a pas compris le truc. Israël discute, mais en ayant des prérequis et en considérant qu'on discute dans le cadre que nous on a formulé. Donc lui, il s'est fait avoir. Israël avait donc demandé, dès le mois de décembre 2024, que tout le sud de la Syrie soit démilitarisé. Quand les colonnes de blindés d'Ahmad al-Shara rentrent dans Souaïda, bah, Israël applique son exigence. Mmh. Et on a un début de frappe monumentale et de bombardement terrible avec l'argument qu'on protège les Druzes. Bon, l'argument, qu'on soit bien clair, est valable partiellement parce qu'on a des Druzes en Israël qui font partie de l'armée israélienne et que ça peut avoir une influence et sur la paix civile en Israël. Ok. Dans la réalité, c'est surtout cette fameuse zone démilitarisée qu'Israël veut imposer dans le sud de la Syrie. Bon. À partir de ce moment-là, et on va être bien clair, on a parlé du cher Hekmat al-Ishri tout à l'heure, qui faisait jeu israélien, donc bref, tout ça, tu mélanges un tout petit peu. À ce moment-là, pour Ahmad al-Shara, moi j'avais mis ce même, tu sais, dans Star Wars, et ceux qui nous écoutent, ils le connaissent, où il y a l'amiral Akbar, là, dans l'épisode 6, ils sont face à l'étoile noire, ils découvrent que le bouclier fonctionne encore, que l'attaque peut pas avoir lieu, et il fait « It's a trap », d'accord? C'est un piège. Mais en fait, al-Shara est tombé dans un piège israélien. Les Israéliens l'ont laissé venir avec son armée et lui ont mis une latée monumentale. Et quelle est la volonté derrière pour Israël? C'est quoi? C'est Israël... que la Syrie rejoigne les accords d'Abraham et reconnaisse l'État d'Israël? C'est quoi la volonté? Une reconnaissance du plateau du Golan comme territoire israélien? Genre, qu'est-ce qu'Israël cherche à obtenir? Parce qu'on ne fait jamais les choses pour les faire. Il y a une volonté derrière, toujours. Mais exactement. En fait, il y a deux argumentaires. Il y a l'argumentaire proclamé par le gouvernement Netanyahou, puis il y a l'argumentaire qu'il faut lire entre les lignes. L'argumentaire proclamé du gouvernement Netanyahou, il dit quoi? Le sud de la Syrie, à partir de 2018, quand Bachar al-Assad commençait à regagner le contrôle de son pays, le sud de la Syrie, c'est vrai, était devenu un endroit à partir duquel l'Iran armait des groupes qui lançaient des roquettes. Et donc, Israël considérait que le sud de la Syrie était une zone plutôt hostile à ses intérêts sécuritaires intérieurs. Bon, à la limite. Avec la chute d'Ahmad al-Shara, l'influence iranienne s'effiloche, il n'y a plus rien. Et Ahmad al-Shara déteste en plus l'Iran, ce qui fait d'ailleurs que les pays ont pu discuter récemment entre Israël et la Syrie. Ça aide aussi quand on a un... Notamment, il me semble que la Syrie était pas mal présente par rapport aux négociations israélo-libanaises. Exactement, tout ça a un rôle. Et donc, à partir de ce moment-là, Ahmad al-Shara, il dit, mais alors, il reste des petits groupes pro-Iran hein, qui jouent la clandestinité dans le coin là, hein, on va être bien clair, qui sont pourchassés par les troupes d'Ahmad al-Shara, hein, qu'on soit bien clair. Là-dessus, il y a comme une sorte de coopération, sans coopération, je précise. Il n'y a pas de coopération. C'est une coopération parce que chacun fait la même chose en même temps. Mais du coup, Israël et al-Shara ont le même calendrier, éliminer les groupes pro-Iran en Syrie. Là-dessus, voilà, bon. Et donc, Israël, d'un point de vue officiel, le sud de la Syrie est une zone qui peut nous être hostile. Et puis, dans l'argumentaire, il y a une communauté druze en Syrie. Cette communauté peut être potentiellement menacée. Nous en sommes les protecteurs. Bon. Parce que, attention, juste, je me rappelle, le régime syrien et Al-Shara, c'est des sunnites. C'est des sunnites. Voilà, donc, c'est l'opposition sunnite chiite vis-à-vis de l'Iran. C'est sur la question sunnite. Tout à fait. Okay. On soit bien clair. Après, le nouveau gouvernement syrien te parle, bien évidemment, d'ouverture, d'inclusivité, que tous les Syriens sont prêts. Mais le fait est qu'il y a une rivalité avec l'Iran, on ne peut pas l'admettre. Oui.
Euh, Maintenant, il faut être clair, Israël a un deuxième calendrier. Le deuxième calendrier israélien, c'est en effet une avancée de contrôle territorial en Syrie, et si possible, une Syrie affaiblie qui signerait à terme les accords d'Abraham avec le sponsoring des États-Unis qui font énormément pression dans cette histoire. 5e joueur vient d'entrer dans la pièce. D'accord? Donc, et donc voilà. Et donc, voilà l'enjeu. Et donc, Ah, et quand tu le dis, j'ai la voix de Super Smash Bros en tête qui me dit new player. Donc, bref. Pardon. Mais... Non, mais c'est ça. Le pire, c'est que c'est ça. Hein. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ahmad al-Shara s'est pris une déculottée monumentale. Moi, j'ai dit dès le début que c'était prévisible qu'Israël allait agir à partir du moment où un char serait rentré dans le sud de la Syrie. C'est pas bien, ça veut pas dire qu'il faut justifier ce que fait Israël. C'est pas ça que je dis. Mais al-Shara aurait dû être conseillé. Moi, je me pose des questions sur ceux qui l'entourent, et j'espère qu'il va se poser des questions. Il aurait dû être conseillé par des gens qui auraient dû lui dire ça se passe bien avec Israël, on discute, mais ça fait des mois qu'ils nous disent qu'il ne faut pas qu'on envoie l'armée. Est-ce qu'on ne va pas provoquer? J'ai Garitos dans le chat qui me dit qu'il ne faut pas juste caricaturer en parlant sur Nietzsche, c'est aussi que l'Iran était un soutien de l'ancien régime. C'est pas forcément une question religieuse. Oui. Exactement. C'était un soutien de Bachar al-Assad, bien clairement. La question ne se pose pas. Et donc, non, mais parce qu'on avait juste parlé de Sunni, c'est pour ça. Oui. Et donc, on avance. On se retrouve donc avec l'armée syrienne qui se retrouve bombardée de partout par l'aviation et les drones. C'est une catastrophe. Les centaines de morts de l'armée syrienne ces derniers jours, c'est principalement du fait des bombardements israéliens, hein, pas des combats entre les factions druzes. Autre problème, les factions druzes qui ne s'entendaient pas entre elles, j'en parlais tout à l'heure. Les factions druzes qui ne s'entendaient pas entre elles. Mais il y a eu le réflexe communautaire. C'est-à-dire que on n'est plus en hostilité entre nous, on va s'entendre pour repousser l'armée syrienne. Donc, en plus, Ahmad al-Shara a poussé les Druzes en quelque sorte, alors qu'il en avait dans sa poche qui discutait avec lui. On a parlé du mois de mai 2025. Oui. Il avait des Druzes qui discutaient avec lui. Mais en envoyant l'armée sur toute la région, même s'il dit je pourchasse tel homme, je pourchasse tel groupe, c'est trop tard. Le réflexe communautaire, il est ce qu'il est. Et là, les Druzes, ils se disent pas, ah bah oui, mais moi je suis pas d'accord avec un tel, on est Druzes. Donc, on se retrouve dans une pétaudière sectaire dans laquelle, quand l'armée syrienne, alors là, on a l'armée syrienne qui ensuite se replie. C'était il y a 3 jours. Ce qui est un désaveu terrible pour le gouvernement, obligé de se replier face à un pouvoir extérieur qui intervient chez toi. Oui. L'armée syrienne se replie. L'armée syrienne dit on va travailler avec les locaux, etc. Et Ahmad al-Shara dit les factions druzes vont prendre la sécurité sur place. Mais ça ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce qui se passe immédiatement? Les Bédouins, quand ils ont vu le communiqué d'Ahmad al-Shara, les Bédouins sunnites, ils se disent attends, quoi? Maintenant, tu leur donnes totalement la sécurité dans la région? Non. Les Bédouins relancent l'attaque. Et c'est reparti. Parce qu'ils considèrent qu'ils ont été trahis. Et on va être bien clair, en plus, quand l'armée syrienne s'est repliée, moi je parle de tout, hein, je ne cache rien. Hein. Quand l'armée syrienne s'est repliée, les Druzes ont commis des massacres de Bédouins, y compris des civils, des exactions. Des enfants et des femmes ont été fusillés. Enfin, il y a eu des horreurs commises par les milices druzes, qui sont toutes aussi sectaires. Là, j'ai Harpoon qui m'a donné des informations. Voilà, les violences intercommunautaires à Souaïda, dans le sud de la Syrie, ont fait 940 morts en une semaine, selon l'Observatoire. Bon, on arrive à 1000. Voilà. Parmi eux, 588 Druzes, 326 combattants et 262 civils, dont 182 exécutés sommairement par les forces gouvernementales. L'ONG recense également 312 soldats syriens, 21 bédouins sunnites tués, dont 3 civils exécutés par des Druzes. 15 membres des forces gouvernementales ont péri dans les frappes israéliennes. Voilà. Alors, franchement, sur les frappes israéliennes, c'est bien davantage elles qu'on fait. Là, je pense que c'est l'OSDH. C'est l'OSDH, ouais. Ouais, il faudra plutôt regarder du côté du SNHR, le Syrian Network on Human Rights, qui est un peu plus qualitatif. Mais dans le bilan, on dépassera les 1500 morts. Hein. On va découvrir les cadavres un peu partout. C'est une horreur, hein, ce qui vient de se passer. Moi, alors, honnêtement, pour bosser le sujet, j'ai tapé Syrie, Druze, etc. sur les réseaux. Quand j'y pense maintenant, la prochaine fois, je le ferai pas. Parce que quand on voit les images de personnes bloquées sur des balcons,
tu vois, enfin, tu vois des images, ils sont bloqués sur les balcons, t'as les forces, je sais pas qui arrivent, qui les mettent en joue, tu les vois sauter du balcon et se faire tirer dessus en même temps qu'ils sautent pour essayer Oui, d'échapper au non, tir, mais quoi. Enfin, tu vois des images sur les réseaux sociaux, ça. Je commence à plus supporter Twitter à cause de ça d'ailleurs, hein. Mais, donc, donc, tu vois le truc. Donc, il y a 2 jours, qu'est-ce qui se passe? Les Bédouins, tu as bien compris, Ahmad Ouais. al-Shara recule son armée face à Israël et il dit aux Druzes, allez, vous vous démerdez, je vous laisse votre région. Mais les Bédouins se sentent trahis par Ahmad al-Shara. Ils se disent, mais et nous on est frères, qu'est-ce que tu nous fais là? Les Bédouins relancent des attaques. En plus, ils veulent se venger des exactions des Eh Druzes. oui. Alors là, on rentre dans un truc de fou. Cycle Qu'est-ce qui se perpétuel de la passe? vengeance. Là, on rentre purement dans la loi du talion. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme le gouvernement syrien s'est replié, tu as les tribus. Hop, nouveau joueur entre dans la partie. On est à 6. Hein. Tu as les tribus arabes qui sont des composantes sociales importantes en Syrie. J'ai souvent dit, si tu te souviens bien, dans notre dernière émission, j'ai souvent dit que la Syrie était plutôt un État moderne dans la région. Hein. Mais la structuration sociétale, encore avec les tribus, elle est importante. Tu as des gens, ils peuvent très bien être cadres en bureau en costard-cravate, mais pendant les vacances, ils retournent voir le clan d'origine à Deir ez-Zor et les mecs, ils vivent sous la tente. Tu vois la composante tribale est importante. Les tribus disent quoi? Les tribus arabes sunnites. Ils disent nos frères bédouins sont seuls face aux milices druzes. Nous devons y aller. Et qu'est-ce qui se passe ces 2 derniers jours? On est bien. Hein, les milices tribales arabes sunnites, avec le laisser-faire du gouvernement syrien, qu'on soit bien clair, ont foncé vers Souaïda et avec ce renfort, les Bédouins ont regagné du terrain. On arrive à la situation actuelle. Hier soir, les Américains qui commencent à perdre patience parce que les Américains se sont mis dans une situation assez compliquée, c'est-à-dire ce sont les parrains d'Israël depuis maintenant des décennies, mais ils essayent aussi de devenir un peu les parrains de la nouvelle Syrie moderne. Sauf que ils oublient les antagonismes très importants entre ces 2 pays. Et tu ne peux pas les mettre à une table comme ça aussi simplement. Alors là, Et donc les Américains... j'ai Stéphane qui m'a envoyé le rapport du SNHR depuis, Ouais. jusqu'au 3 juillet, donc c'est jusqu'avant les massacres, qui faisait quand même état sur la première partie de 2025 de 2818 civils tués, 201 enfants, 194 femmes et 17 morts de torture enregistrées, rien que pour la première moitié de l'année là. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Il faut bien comprendre que la Syrie n'est pas forcément un territoire apaisé. Hein. Merci à Stéphane pour le coup. Et j'indique, hein, franchement, le SDH, c'est bien, mais le SNHR, c'est vraiment le top hein, en termes d'information. Donc, je retourne sur notre truc. Donc, et donc, hier soir, les Américains ont dû tirer l'oreille à Benjamin Netanyahou en lui disant arrête tes bombardements, parce que là, on ne va pas s'en sortir. Ils ont dû tirer l'oreille d'Ahmad al-Shara pour lui dire il faut trouver un accord, parce que là, tes tribus qui sont en train de faire n'importe quoi, ça va nous péter à la tronche. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, on a obtenu ce qu'on a appelé un cessez-le-feu. Mais moi, je considère franchement, ce cessez-le-feu est terrible. Parce que on a un cessez-le-feu qui implique une puissance étrangère, Israël, pour une situation qui est intérieure à la Syrie. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que faut bien que les gens comprennent qui nous écoutent. On a un cessez-le-feu vraiment où Israël nous démontre que maintenant, il va commencer à avoir un poids en Syrie. Quoi. Et ça, pour Ahmad al-Shara, c'est compliqué à accepter. C'est-à-dire que pour négocier dans ton propre pays, tu dois négocier avec Israël. Quoi. C'est chaud. C'est hyper chaud quand il pense. C'est compliqué. Et donc, ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le cessez-le-feu n'a pas été appliqué. Oui, parce qu'en fait, malheureusement, les images que je disais, j'ai vu Top Tweet de Russe, j'ai recliqué dessus à l'instant. Ah bah oui, bah là, c'était l'armée, les images, elles sont revenues, c'était l'armée d'Al-Shara qui faisait ça à des Druzes en les faisant sauter de force du dernier étage d'un bâtiment. Quoi. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a comme situation là au moment où on parle? Pour le moment, les forces bédouines, soutenues par des tribus arabes, ont pris la campagne occidentale de cette région, c'est-à-dire celle qui est le plus proche de Damas et des territoires arabes sunnites. Bon. Ils ont pénétré la ville et, normalement, devraient entrer, là, dans les heures qui viennent, si ce n'est les minutes, devraient entrer dans la région des forces de sécurité syriennes
qui puisse s'interposer et commencer à installer des checkpoints, etc. Bon, le seul problème, il faut bien comprendre, parce que là, c'est pas fini. Le problème, c'est quoi? Les Bédouins, ils ont conquis ces territoires. Il faut bien comprendre que là, on n'est pas seulement dans de la rivalité ou de la revanche. Maintenant, il y a des Bédouins qui considèrent qu'ils ont conquis ces territoires. Il va falloir qu'ils acceptent de repartir. Ça va pas être simple. Deuxième chose, les Druzes vont considérer que ces territoires doivent leur revenir à nouveau. Comment on va gérer ça? Le Cher Hikmat al-Hijri, qui était le plus proche d'Israël, les Bédouins réclament sa tête, parce que c'est lui qui a mis aussi de l'huile sur le feu. Il ne sera pas arrêté pour une simple et bonne raison. Israël. C'est que c'est pas qu'un homme politique, j'espère que tu l'avais entendu, c'est une autorité religieuse druze. Si tu l'arrêtes, tu as des Druzes qui, même s'ils disent « Ah ouais, franchement, ce qu'il a fait, c'est dégueulasse », parce que tu as des Druzes, on l'a dit, qui sont favorables au gouvernement. Si tu arrêtes leur chef religieux, même s'ils n'ont pas apprécié ce qu'il a fait ces derniers temps, il ne faut pas enflammer le truc. Donc les Bédouins vont se dire, si lui, il n'est pas arrêté alors qu'il est responsable des trucs sectaires, c'est pas simple. Et enfin, Israël surveille la zone au moment où on parle avec des drones qui circulent en permanence afin d'être persuadé qu'il n'y ait pas un seul militaire syrien dans la région. Parce qu'ils veulent toujours leur principe de zone démilitarisée. Oui. Bref, je suis désolé, mais on a tenu le timing. Hein. On a tenu le timing. Oui. Voilà la situation telle qu'elle est. Maintenant, un dernier point, si tu me le permets. Bien sûr. Un dernier point. En fait, il y a une voie de sortie de tout ça. Il y a une voie de sortie potentielle. Parce qu'il y a plein de gens qui disent bah, Cédric, c'est bien beau de nous rapporter des situations, machin. Alors, déjà, moi, j'ai rien à dire sur ce qu'on va faire les Syriens. Je ne suis pas un Israélien, je ne vais pas me mêler des affaires d'un autre pays. Donc, voilà. Maintenant, la voie de sortie possible, c'est quoi? Elle est possible, cette voie de sortie. Ahmad al-Shara, qu'est-ce qu'il veut? Il faut l'entendre, lui aussi. C'est le chef de l'État. Qu'on l'aime ou pas, c'est le chef de l'État. Bon. Lui, il dit quoi? Il dit je veux une Syrie unie, pas d'autonomie, et un État centralisé. Bon, ok, on a compris, c'est ton point de vue. Ça, il faut qu'on le prenne en compte. Bon. Israël dit quoi? Je ne veux pas qu'un seul cheveu d'un Druze soit touché. Vous leur foutez la paix. Et en même temps, je veux une zone démilitarisée. D'accord? On a compris. Tu te mêles des affaires qui ne sont pas les tiennes d'un point de vue de droit international, mais on t'entend, on prend en compte. Les Druzes disent quoi? On aimerait assurer la sécurité d'un point de vue local, au moins la nôtre. Ok, on l'entend. Et les Bédouins nous disent quoi? On veut vivre en sécurité dans la région, on ne veut pas subir potentiellement encore des rétorsions des Druzes parce qu'on a conquis leur ville aujourd'hui, là, au moment où on parle. Donc, tu as 4 participants qu'il faut mettre à la même table. Bon, il y a un moyen de faire s'entendre tout le monde. Mm-hmm. Et que tout le monde soit gagnant, y compris Ahmad al-Shara, le président syrien, qui est apparu quand même très affaibli ces derniers jours. Bon. Ce qu'on peut faire, ce qui est possible de faire, c'est qu'on applique l'accord de mai 2025. C'est-à-dire, les milices druzes intègrent la police syrienne, mais vraiment, hein, pas seulement on va le faire, ils le font, mettent le badge police syrienne, ils travaillent bien pour l'État syrien, on a bien les institutions syriennes, on aura bien sur les bâtiments publics les drapeaux syriens, bref, il n'y a pas de région autonome, mais on met en place la sécurité par les locaux qui travaillent dans l'organisme sécuritaire, et on fait une préférence régionale au recrutement. Bon, on vient de satisfaire les Druzes, et on vient de satisfaire Ahmad al-Shara, parce que lui, il peut dire aux Arabes sunnites et à l'ensemble des Syriens, j'ai réussi, il n'y a pas de région autonome, et la Syrie est réunie. On a évité l'éclatement. Pour les Israéliens, ce qui est possible, c'est de leur dire déjà, mêlez-vous de vos affaires, mais ce qui est possible, c'est de leur dire, il n'y aura pas un seul soldat syrien de l'armée avec du matériel lourd à Souaïda. Ou alors ce sera de la police militaire, etc. Et si ça peut vous rassurer, vous serez en contact avec les Druzes sur place, de sorte que ça puisse se calmer. Israël peut se dire, il n'y a pas de blindés, il n'y a pas de canon à Souaïda. Moi, franchement, ça me va, le contrat est respecté, la zone est démilitarisée. La grosse problématique, c'est les Bédouins. Parce que les Bédouins,
il va falloir leur faire accepter qu'ils n'auront pas forcément leur revanche totale, mais il y a une voie de sortie. Il y a une voie de sortie quand même. Les Bédouins, aujourd'hui, ils en veulent à ce fameux cher Hikmat al-Hijri qui n'accepte jamais les accords qui ont été passés. Et eux, ils disent, c'est lui le problème. C'est lui le problème. Bon. Il y a une voie de sortie. La voie de sortie, c'est quoi? Potentiellement, ce serait que Hikmat al-Hijri reste en vie, mais quitte la Syrie et aille en Israël. C'est-à-dire qu'il reste une autorité religieuse druze, mais il n'est plus présent sur le territoire syrien. Mais dans quel cadre les Druzes acceptent ça? Ça, faut le faire accepter aux Druzes. C'est plus acceptable. Oui, mais c'est beaucoup plus acceptable. C'est beaucoup plus acceptable parce que, si tu veux, dans cette région-là, il y a 3 autorités religieuses. Tu as Inaoui, Djarbou et Hijri. Donc, même si Hijri, toujours vivant, qui peut continuer à donner des conseils religieux aux Druzes, tu vois ce que je veux dire, mais qu'il le fasse ailleurs, ne l'empêcherait pas, voilà. Et pourquoi pas l'autoriser parfois à venir en Syrie, tu vois, de temps en temps, pour des cérémonies, pour… Je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que, voilà, faut poser ce sujet-là. Et donc, avoir cette possibilité-là, que certains puissent aller en Israël, et ça permettrait de dire aux Bédouins, on a entendu votre peur vis-à-vis de ces chefs-là qui peuvent remettre de l'huile sur le feu. Donc, je ne sais pas si tu as vu, mais c'est la voie de sortie la plus probable et la plus plausible. Et l'avantage de ça, c'est que… Est-ce que tu penses que du côté d'Israël, ça peut justifier un retrait du mont Hermon? Ah, ça, ce sera un autre sujet. C'est encore un autre sujet. Ça, ce sera un autre sujet. Parce que cette place au mont Hermon, c'est aussi pour pouvoir s'assurer de pouvoir punir le régime s'il n'applique pas sa démilitarisation, etc. En gros, hein. C'est pour avoir un contrôle. Clairement, c'est une situation. Oui, tout à fait. Mais vraiment, là, si tu veux, l'enjeu, c'est vraiment, il faut apaiser les choses parce que la spirale sectaire, et en fait, on voit bien, même dans les commentaires, y compris dans le Twitter francophone, tu as les types qui sont plutôt favorables aux Druzes, puis tu as ceux qui sont plutôt favorables à Al-Shara et ceux qui sont favorables aux Bédouins. Ils disent, ouais, mais lui, il a fait ça, et lui, il a fait ça. Mais il faut que ça s'arrête à un moment. Il faut que ça s'arrête. Ouais. Et la Syrie était quand même, il faut être assez honnête, elle était quand même sur le point… Alors apparemment, depuis quelques secondes, on apprend que les forces tribales sont parvenues jusqu'au centre de Soueïda. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, ils étaient entrés dans la ville. Ouais. Voilà. Donc voilà. Mais maintenant, l'idée, c'est qu'elle s'en aille et que les forces de sécurité, le tout sous surveillance israélienne dans les airs, puissent rentrer dans la zone et calmer la chose. Mais il faut vraiment que… Alors c'est facile, nous on est en France, derrière un ordinateur. Ouais, en fait, on est quand même dans une situation où les deux camps commettent des massacres l'un sur l'autre, violent les droits de l'homme l'un sur l'autre. Il n'y a pas de gentils. Il n'y a pas de gentils, pas de méchants. C'est groupe communautaire contre groupe communautaire et aucun respect pour la dignité humaine ou les droits de l'homme. Là, tout est bon pour arriver à ces fins. Et c'est des deux côtés. Et je vais rajouter un dernier truc pour finir. En plus, on est en train de tenir le timing. Comme ça, ceux qui nous écoutent, je les embêterai plus. Et donc, comment dire, le truc qui est aussi important pour te dire qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Alors, il n'y a pas de bon et il n'y a que des méchants. Bon, à voir. Ça peut… et en fait, comment dire, on a beaucoup parlé des trafics dans cette région. Mm-hmm. Et moi, je veux faire un dernier point. L'une des raisons des conflits récents entre Bédouins et Druzes, qu'on soit bien clair, c'est le contrôle des routes du trafic. Et ce que j'aime bien, c'est lire certains francophones qui disent « Ouais, les Druzes, c'est des bandits, ils font du trafic. » Et vous pensez que les Bédouins, ils font quoi? Qui crèvent de faim dans le désert? Mais tout le monde participe. On a des noms de chefs de tribus bédouines de cette région qui font du trafic de fuel, de matériel électronique, de pièces de moteur de bagnole, d'armes, de munitions, oulala, je vais choquer, d'alcool et de drogue. Et donc, en fait, tout le monde là-dedans se prend aussi la tête parce que tout le monde veut contrôler ce trafic. Je reviens à ce que j'ai dit au départ aux gens qui nous ont écoutés. C'est l'une des régions où il y a le plus que dalle en Syrie. Il n'y a rien à gratter. C'est des cailloux, du sable, de la terre peu cultivable et quelques arbres qui poussent par-ci, par-là. Tu as 2-3 réserves d'eau qui sont à moitié asséchées. Il n'y a rien à Soueïda. Donc, le seul moyen dans cette région de vivre, c'est quoi?
c'est de quitter la région pour aller bosser à la capitale ou étudier et les trafics. Donc, Et les trafics. est-ce qu'on peut faire la conclusion de dire qu'il n'y a pas de massacre de Druzes ou de massacre de Bédouins, mais il y a des massacres des deux en fait. Oui, Voilà. c'est ça qu'il faut dire. Parce que tout le monde a participé aux horreurs. là aujourd'hui, si on regarde un peu les médias ou autres, ça parle que de massacre des Druzes, par rapport notamment en utilisant les chiffres qui sont quand même assez énormes quand on regarde les nombres de civils Druzes. Si on parle en termes de chiffres, il y a beaucoup plus de Druzes récemment en tout cas qui en ont été victimes. Mais si on prend une globalité et qu'on regarde sur 350 ans, comme tu dis, voilà, il y a un ensemble. Et du coup, pour la question de Cyril, et en vrai, elle fait bien la conclusion. Est-ce que c'est juste un prétexte ou pas, Israël là-bas, qui intervient pour les Druzes? Les Druzes ne sont-ils qu'un prétexte? Non, parce qu'Israël a une politique à long terme dans la région. On va pas faire ça. Tu sais, les trois singes, tu sais, les mains sur les oreilles, les mains sur les yeux, les mains sur la bouche. Israël a une politique régionale. La politique régionale israélienne, c'est quoi? Des acteurs qui l'environnent qui soient très faibles, ou qui, de toute façon, soient dans un accord de paix avec lui. C'est-à-dire n'ont plus de moyens de pression. Donc, ils ont déjà obtenu la Jordanie et Israël depuis les années 70. D'accord? Ça s'est fait. Voilà, 70, 90, etc. Le Liban, ce sera plus compliqué parce que voilà, quasiment tous les partis politiques au Liban sont plutôt hostiles à Israël, y compris les Druzes. Donc, c'est pas simple. Donc, c'est plus compliqué au Liban. Mais Israël a créé une zone démilitarisée qu'ils occupent actuellement au sud du Liban. Ils ont viré carrément la finule, tout ça. Enfin, ils ne les ont pas virés, mais ils leur ont dit maintenant, on est chez nous. Et en Syrie, Israël profite bien évidemment du chaos, parce que pour la Syrie, il y a tout intérêt à avoir, pour Israël, pardon, il y a tout intérêt à avoir une Syrie fragilisée, qui a du mal à s'organiser, et donc mettre de temps en temps un peu d'huile sur le feu, bah c'est l'important. Moi, tu sais, hier, j'ai posé une question importante à laquelle je n'ai pas la réponse. D'accord. Et je pense que ça va être le sujet le plus important qui peut nous servir de conclusion, puisque tu te dis, bah, prétexte, machin. Israël a un pied en Syrie. C'est fait maintenant. Je ne parle pas des territoires qu'ils occupent. Avec les Druzes, certains Druzes, Israël a un pied en Syrie. Donc, Archa, il va devoir faire avec. Ça, c'est compliqué. Maintenant, ce qu'il va falloir voir avec le temps, quelle va être l'influence d'Israël dans cette région? Est-ce que ça va être, uniquement de l'humanitaire, des livraisons, d'aide, de la bouffe, des médicaments, dans les semaines qui viennent, les jours qui viennent? Est-ce que ça va être de l'économie? Pourquoi pas négocier? Écoute bien, comme la région est pauvre, Israël peut négocier une sorte de route commerciale entre Israël et Souaïda qui passerait par le territoire syrien, avec l'accord bien évidemment des autorités syriennes, et qui permettrait de connecter Souaïda à Israël. Par le plateau du Golan. Voilà, et ce ne serait pas sous contrôle israélien, ce serait simplement demander au gouvernement syrien, est-ce que des commerçants, pas l'armée israélienne, pas des espions, bon, tu te doutes bien qu'il y a des types qui vont se balader là-dedans, mais que tout simplement du commerce puisse se faire entre Israël et Souaïda, c'est-à-dire commencer à créer une vie économique à Souaïda. Et c'est vraiment mon point de conclusion définitif, il n'y aura pas de paix dans cette région tant qu'il n'y aura pas une relance de l'économie dans toute la Syrie, parce que tant que l'économie syrienne est calée, c'est-à-dire n'avance pas, tu n'as pas de relance de l'économie à Souaïda, et quand tu es dans une région pauvre, ce qui va continuer encore, c'est les trafics. Et les routes des trafics seront à nouveau, pour les Bédouins et pour les Druzes, une justification au conflit. Et est-ce que tu penses, en vrai, au final, je te relance à chaque fois. Est-ce que tu penses que... C'est ta faute là. Hein. Ouais, moi, j'ai vu mon pays. Que... Maintenant que tous ceux qui nous écoutent disent, là... C'est pas ta faute, c'est la mienne. Est-ce que tu penses qu'il y a un monde où dans les années à venir, la Syrie rejoint les accords d'Abraham avec Al-Jolani, avec Al-Shara, pardon. Al-Shara, oui. Actuellement, c'est impossible. C'est impossible parce que son armée s'est fait repousser, mais en l'espace de quelques heures. Mais par l'aviation. Après, quand je pense à signer les accords d'Abraham, c'est pas forcément de gaieté de cœur. Hein. Ça peut être aussi sous la contrainte. Ah non, mais je dis pas le contraire. Mais n'oublie pas, il y a un joueur qui était entré dans la partie. Les tribus arabes sunnites. Les tribus arabes sunnites, elles sont profondément anti-israéliennes. Et elles viennent de verser du sang contre ceux qu'ils considèrent les alliés d'Israël. Et surtout, qu'est-ce qu'ils nous ont montré, ces groupes tribaux sunnites? Eh bien, c'est qu'ils pouvaient agir, certes avec complicité, mais en dehors de l'État syrien. Si Ahmad al-Shara provoque cet acteur-là,
c'est son pouvoir à lui qui peut se retrouver en difficulté. Donc, ce qu'on se dirige plutôt, qu'on soit bien clair, c'est davantage la reprise des négociations entre Israël et la Syrie, ce qui fait hurler les partisans d'Al-Shara, mais Al-Shara, il a la pression américaine parce que les sanctions, machin, et la relance de l'économie. Donc, ce vers quoi on se dirige, c'est une reprise des discussions. On va probablement aller vers ce qu'on appelle de la déconfliction, en anglais, ils aiment bien ça. Donc, on va déconfier, c'est-à-dire calmer les choses. On va essayer de jouer la chèvre et le chou, c'est-à-dire Al-Shara, on va bien le voir, il va démilitariser le sud de la Syrie, qu'on soit bien clair. Et en même temps, il faut espérer qu'Israël joue le jeu et ne participe pas de trop à de la déstabilisation, même si c'est l'intérêt israélien, ne participe pas à trop de déstabilisation en Syrie. C'est la première étape, c'est-à-dire une sorte de... Ce ne sera pas l'entente cordiale, mais au moins, quittons-nous sur un bon accord et faisons voisinage correct. C'est-à-dire que le voisin n'a pas taillé la haie, mais je ne vais pas aller lui casser la tronche pour autant. On va faire en sorte on va faire en sorte de vivre plutôt l'un à côté de l'autre. Les accords d'Abraham, ce ne sera pas dans les semaines qui viennent et pas dans les mois qui viennent. Ou alors, on assisterait à une surprise que j'imagine même pas, mais pour Al-Shara, vis-à-vis de son propre auditoire en Syrie, pour le moment, ce n'est pas justifiable. Ok. D'accord. Écoute, c'est pas justifiable. Merci pour ta réponse. À moins que tu aies un mot de la fin, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas. Merci, Cédric. On a tenu le timing, quasiment 1 heure. Ouais, même un peu plus, vu que tu es arrivé un peu après à cause de moi et que tu repars un peu après, du coup, ça compense. Que dire? Merci de ta ponctualité, parce que je t'ai demandé ça que en fin de matinée, début d'après, mais tu étais dispo, donc merci à toi. Voilà. Y a pas de souci. Ça fait une après-midi internationale avec Cyril juste avant, c'était super. Voilà. T'as fait. Moi, j'adore Cyril. On s'entend bien. Et ouais, mais je pense que voilà, faut ces moments-là. Tu sais, quand je fais des threads sur X, je sais que les gens. Et moi, ce que j'adore sur X, c'est que t'as des gens qui viennent me dire, ouais, Cédric, t'as pas parlé des crimes des Druzes. Ouais, mais en fait, tu remontes 2 threads avant. J'en ai parlé. Oui, ouais, Cédric, t'as pas parlé des threads. Je vois bien que tu n'arrêtes pas de tweeter en ce moment là. Et voilà, et je dis aux gens, mais lisez-moi. Je parle de tout, de tous les acteurs, de tous leurs problèmes. Mais c'est sûr que le problème des threads, c'est que les gens en lisent un, et c'est normal. Ils vont pas être abonnés à un compte Cédric Labrousse. Ils s'en tapent de Cédric Labrousse le reste de la journée. Et ils ont bien raison. Mais le seul truc, c'est que une émission que tu me permets de faire avec toi, et je t'en remercie encore, c'est que ça nous permet de parler de tout le monde, de parler de tous les problèmes. Et là, on se rend compte que on peut avoir une vision globale et se dire que, ouais, en fait, tout le monde a un peu les mains pleines de sang dans cette histoire. Écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ces éclaircissements. Je te souhaite un bon week-end. Toi aussi. Toi, tu es professeur, si je ne me trompe pas. Ouais. Du coup, tu es en vacances. J'aime beaucoup ton accent. Tiens. Tu es en vacances. Tu es en vacances, du coup. Ouais. En vacances, non. Ah, bon, j'allais dire passe de bonnes vacances. Mais non, mais je suis pas en vacances. Si tu veux, moi, officiellement, depuis le 8 juillet, je suis tranquille. Mais ils ont été assez sympathiques, nos chers amis druzes et bédouins, pour s'activer à partir de là. Oui, en vacances, du point de vue boulot professeur, on va dire. Là, je peux dire, je suis pas là pour me faire plaindre. Et j'entends les gens, franchement, je suis dans une des professions où, franchement, je suis premier à reconnaître que je suis pas à plaindre. Mais là, ça fait 1 semaine où j'ai juste envie de... J'ai vu que tu étais contacté par un peu tout le monde, surtout RFI, tu avais dit Figaro, tu t'avais mis un truc récemment où tu as beaucoup de monde qui t'a contacté pour la Repubblica en Italie, Al-Quds Al-Arabi à Londres, le soir en Belgique, là, après repos, quoi. Après repos. Écoute, bon courage et écoute, tiens-nous au courant. Voilà. Tiens-nous au courant via tes threads. Allez, passe. Ça. Et j'espère que ceux qui nous ont écoutés n'ont pas été trop agacés par cette avalanche de détails. Mais voilà, il fallait qu'on les présente parce que ça vous donne une vue un peu plus globale, quoi. Voilà. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Cédric. À bientôt. C'est moi qui te remercie énormément. C'est moi qui te remercie. Et du coup, tu pourras dire que la vidéo sera en rediff dans la semaine pour ceux qui avaient demandé, j'avais vu sur Twitter. C'est super. Je te remercie beaucoup. À bientôt. Allez, à plus tard. Salut.